Elle est instable. Elle est mentalement incompétente. C'est une vagabonde sans mari, sans carrière, et elle vit dans un appartement minuscule. Mon père, Richard, criait si fort que les veines de son cou saillaient. Son visage était d'une teinte cramoisie terrifiante. Il a pointé un doigt tremblant vers moi à travers la salle d'audience. Elle ne peut même pas parler. Elle a besoin d'un tuteur pour gérer son fonds fiduciaire avant qu'elle ne le gaspille en ce que les gens instables dépensent leur argent. Je suis resté dans un silence absolu, mes mains calmement jointes sur mes genoux. Vérifiant l'heure sur ma montre, 10h02 du matin. Pile à l'heure. La juge Sullivan l'a regardé par-dessus ses lunettes, son expression illisible. Puis elle s'est penchée en avant et a posé une seule question glaçante. Vous ne savez vraiment pas qui elle est, n'est-ce pas? À la table voisine, l'avocat de mon père, Bennett, s'est figé en plein mouvement, ses yeux rivés sur un document que l'huissier de justice venait de lui remettre. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Avant de vous dire ce que la juge a révélé et qui a fait pâlir le visage de mon père. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le silence dans cette pièce lambrissée d'acajou n'était pas vide. Il était lourd, pressurisé, vibrant de la tension qui précède la rupture d'un barrage. Je n'ai pas regardé mon père. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir une seule larme ou un tremblement sur mes lèvres. Au lieu de cela, j'ai regardé les motelettes de poussière danser dans le rayon de soleil frappant la table de la Défense, et j'ai laissé mon esprit s'évader vers la veille de Noël, il y a seulement 4 mois. Nous étions assis à la longue table de la salle à manger dans sa maison, la maison dont je payais secrètement l'hypothèque. Richard avait ri, vraiment ri, quand je lui avais tendu ma nouvelle carte de visite. Il l'avait jetée sur la nappe comme si c'était une serviette usagée. Une consultante, avait-il raillé, faisant tournoyer son coûteux scotch. Est-ce ainsi que nous appelons les chômeurs de nos jours, Ila? C'est un joli petit passe-temps, ma chérie. Mais soyons réalistes. Tu joues à faire semblant. Je me suis souvenu de la chaleur qui montait à mes joues cette nuit-là, la piqûre familière d'être la déception, l'échec, la fille invisible. Mais assise ici au tribunal, ce souvenir ne faisait pas mal. Il me servait de carburant car pendant qu'il se moquait de mon joli petit passe-temps entre 2 bouchées de rôti de bœuf, il ne savait pas que mon passe-temps venait de lui assurer un contrat fédéral de 15 millions de dollars pour auditer une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique corrompue. Il voyait une vagabonde. Je voyais la PDG de Vanguard Holdings, un cabinet d'expertise comptable judiciaire spécialisé dans la traque de l'argent qui ne veut pas être trouvé. Et à ce moment-là, l'argent que je traquais était le sien. Elle est catatonique, a crié Richard, me ramenant au présent. Regardez-la. Elle n'a pas dit un mot. Elle est manifestement sous médication ou fait une sorte de crise. Je demande une tutelle complète. Immédiatement, j'ai ajusté ma manchette, sentant le métal froid de ma montre contre mon poignet. Qu'il crie. Qu'il me dépeigne comme la petite fille fragile et brisée qui ne pouvait pas garder un mari ou une adresse stable. Cela faisait partie du plan. Si je me défendais maintenant, si je ripostais, je ne serais qu'une fille rebelle qui se bat contre son père. Mais le silence. Le silence le faisait paraître déséquilibré. Le silence le laissait creuser sa tombe si profondément qu'il n'en sortirait jamais. Il a ensuite attaqué ma situation de logement. Elle vit dans une location délabrée au centre-ville. Elle refuse de laisser la famille lui rendre visite parce qu'elle a honte de la façon dont elle vit. C'est probablement une misère. J'ai réprimé un sourire. Il parlait de The Méridien. Il avait raison sur une chose. Je ne le laissais pas visiter. Mais il avait tort sur le reste. Je ne vivais pas dans une location délabrée. Je vivais dans le Penthouse. Et plus important encore, je n'y louais pas seulement. Je possédais l'immeuble. En fait, je possédais l'immeuble où il louait ses bureaux. J'ai expulsé 3 locataires le mois dernier pour des retards de paiement. Et mon père, ce grand esprit juridique, ce titan de l'industrie, ne réalisait même pas que la signature de son propriétaire sur les avertissements d'expulsion était la mienne. Bennett, son avocat, transpirait maintenant. Il tapotait frénétiquement sur sa tablette, faisant défiler le document que l'huissier de justice lui avait remis. Je savais exactement ce qu'il lisait. C'était un résumé des actifs, non pas ceux de ma grand-mère. Les miens. Je n'étais pas là pour me battre pour un héritage.
Je n'avais pas besoin de l'argent de ma grand-mère. Je gagnais plus en un trimestre que mon père n'avait gagné en toute sa carrière. J'étais là parce qu'il avait essayé de me prendre ma liberté. Il avait essayé d'utiliser le système juridique, le système même que j'avais consacré ma vie à maîtriser, pour m'effacer. Et maintenant, il était sur le point de découvrir que la vagabonde instable qu'il avait intimidée pendant 29 ans était en fait le requin nageant dans la partie profonde de sa piscine. J'ai levé les yeux, rencontrant le regard de la juge Sullivan. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. C'était le moment. Le piège était tendu. Maintenant, nous devions juste le laisser y tomber. La juge Sullivan feuilletait les pages du dossier financier que Bennett avait fourni. Le bruissement rythmique et sec du papier était le seul son qui traversait la respiration lourde de mon père. Richard continuait à poser, ajustant sa cravate, regardant le public comme s'il était un gladiateur qui venait de tuer une bête. Il ne réalisait pas que la bête était en fait la banque, et la banque était assise à 1,50 m de lui, portant un blazer marine et une expression d'ennui absolu. J'ai fermé les yeux une seconde, non pas pour me cacher, mais pour me souvenir. Je devais me rappeler exactement pourquoi je faisais cela. Je devais me souvenir du jour où le grand livre s'était ouvert. Il y a 2 ans, le cabinet de Richard saignait. Je le savais parce que j'avais piraté ses comptes, non pas que cela ait demandé beaucoup de piratage. Son mot de passe était Richard 1, le chiffre 1, parce qu'il croyait vraiment qu'il était le centre de l'univers. Il avait 3 mois de retard sur les salaires et se noyait dans des prêts à taux d'intérêt élevés. Il avait besoin d'une bouée de sauvetage. Un père normal aurait demandé de l'aide à sa famille. Un homme humble aurait réduit ses dépenses. Richard n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il a essayé de me faire interner. C'était un mardi. Je me suis souvenu de la date parce que c'était le même jour où j'avais clôturé un audit massif pour un géant de la technologie. 2 officiers s'étaient présentés à ma porte avec une ordonnance de détention psychiatrique involontaire 5150. Mon père avait falsifié une déclaration d'un médecin, un ami de son club de golf, affirmant que j'étais un danger pour moi-même, que j'étais délirante, que je dilapidais mon héritage dans des entreprises imaginaires. Il voulait m'enfermer pendant 72 heures afin de pouvoir déposer une requête d'urgence pour prendre le contrôle de mon fonds fiduciaire. Il ne voulait pas me sauver. Il voulait me liquider pour payer le loyer de son bureau. Les officiers sont partis après 5 minutes. Un coup d'œil à mon appartement propre, mon comportement calme et les insignes fédéraux des agents avec qui j'étais en conférence téléphonique avaient suffi à prouver que le rapport était malveillant. Je n'ai pas porté plainte à ce moment-là. Cela aurait été trop rapide, trop miséricordieux. Au lieu de cela, j'ai décidé de devenir la solution à son problème et l'architecte de son cauchemar. J'ai créé Vanguard Holdings le lendemain matin, une société écran avec un nom vague et un agent enregistré au Delaware. Par l'intermédiaire de Vanguard, j'ai approché sa banque. J'ai proposé de racheter sa dette toxique. La banque était ravie de se débarrasser d'un client en difficulté. J'ai racheté ses prêts, ses lignes de crédit, tout. Puis j'ai injecté une somme fraîche de 650 000 dans son cabinet sous le couvert d'un investisseur providentiel en capital investissement. Richard n'a pas posé de questions. Il n'a pas vérifié Vanguard. Il a simplement vu 6 chiffres atterrir sur son compte et a supposé que le monde avait enfin reconnu son génie. Et qu'a-t-il fait avec l'argent que je lui ai donné? A-t-il payé son personnel? A-t-il mis à jour son logiciel juridique obsolète? Non. Il a acheté une Porsche 911 vintage de couleur gris ardoise. Je me souviens l'avoir vu arriver au dîner de Thanksgiving dans cette voiture, faisant vrombir le moteur, se vantant de son trimestre record. Il était assis en bout de table, découpant la dinde, et m'a regardé droit dans les yeux. Peut-être que si tu t'appliquais, avait-il dit, le vin tachant ses dents. Tu ne serais pas un tel fardeau financier pour l'héritage familial. C'est embarrassant, vraiment. À ton âge, avoir besoin d'aumône. J'avais souri et mangé mes pommes de terre. Je conduisais une berline de 5 ans. Il conduisait une voiture payée par le fardeau assis à sa gauche. Il se croyait le roi du château, mais il n'avait pas vérifié le titre de propriété. Il n'avait pas lu les conditions du prêt. Il ne savait pas que chaque kilomètre qu'il ajoutait à cette Porsche dépréciait un actif qui m'appartenait déjà. Votre honneur, la voix de Richard m'a ramené à la salle d'audience. Il s'appuyait sur le pupitre maintenant, retrouvant sa confiance. Je l'ai regardé. Vraiment regardé.
Ce n'était pas un monstre. C'était juste un mauvais investissement. Et aujourd'hui, je fermais le compte. Bennett, son avocat, a finalement levé les yeux des documents. Ses mains tremblaient si fort que les papiers claquaient contre la table. Il s'est penché et a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille de Richard. Richard l'a repoussé comme une mouche. Pas maintenant, Bennett. Je suis en train de faire valoir un point. Vous feriez peut-être mieux de l'écouter, Monsieur Caldwell, a dit la juge Sullivan. Sa voix était glaciale. Elle a brandi une seule feuille de papier, le résumé de la structure de propriété de Vanguard Holdings. Parce que selon ceci, la plaignante n'est pas seulement votre fille. Elle est votre patronne. Mon père n'a pas eu de souffle coupé. Il n'a pas bégayé. Il a ri. C'était un son mouillé et l'équille a rebondi sur les boiseries, lui arrachant le dernier lambeau de dignité qui lui restait. Il a secoué la tête, regardant la juge Sullivan avec le genre de pitié condescendante habituellement réservé à un enfant confus. Ma patronne ? Richard a gloussé, lissant sa cravate. Votre honneur, je ne sais pas quelle falsification elle a glissé dans votre dossier, mais c'est exactement de cela que je parle. Des délires de grandeur. C'est un symptôme de sa condition. Il ne dirige pas une entreprise. Il a peu à peine faire fonctionner un grille-pain. Bennett, son avocat, a émis un son comme un animal mourant. Il a attrapé la manche de Richard, ses jointures blanchies. Richard, a-t-il sifflé, sa voix tremblant si fort qu'elle était audible à 3 rangées. Arrêtez. Regardez le sceau. C'est un document d'incorporation fédérale. C'est réel. Vous devez vous asseoir. Richard a arraché son bras. Lâchez-moi, Bennett. Je ne vais pas m'asseoir pendant que ma fille se moque de ce tribunal. Il s'est retourné vers la juge, sa confiance se transformant en agressivité. Il a de nouveau pointé un doigt vers moi, le brandissant dans l'air. Regardez-la. Regardez ce costume bon marché. Regardez ces chaussures éraflées. Est-ce que cela ressemble à un PDG pour vous? Elle achète ses vêtements dans les bacs de solde. Elle conduit une berline avec une bosse sur le pare-choc. Les gens qui réussissent ne vivent pas comme des réfugiés, votre honneur. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures. Il avait raison. Elles étaient éraflées. Je les avais éraflées en grimpant par une fenêtre d'entrepôt la semaine dernière pour vérifier l'inventaire d'un client. Je ne les ai pas remplacées parce que je m'en moquais. Contrairement à Richard, je n'avais pas besoin d'afficher ma valeur nette à mes pieds. Elle vit à The Méridien. A crié Richard, pensant qu'il portait le coup fatal. Ce tas de briques en ruine au centre-ville. J'ai vu l'adresse sur son courrier. Elle vit dans un studio dans un immeuble qui a probablement des rats dans les murs. Et vous voulez que je croie qu'elle possède Vanguard Holdings? Elle ne peut même pas se permettre un portier. J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour garder mon expression impassible. The Méridien. Il l'appelait un tas de briques en ruine. Je l'appelais un projet de restauration historique. Et il avait raison à propos des rats quand j'ai acheté l'immeuble il y a 6 mois. Il y avait des rats. J'ai embauché les exterminateurs. J'ai embauché les entrepreneurs. J'ai rénové le hall et j'ai pris tout le dernier étage pour moi. Ils pensaient que j'étais une locataire de l'unité 4B. Ils ne savaient pas que 4B n'était qu'une boîte postale que je gardais pour le dépister. C'est un gaspillage de l'argent des contribuables, a raillé Richard, claquant sa main sur le pupitre. Elle est instable. Elle est seule. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'héritage. Juste une fille triste et solitaire qui invente des histoires. Signez l'ordonnance de tutelle, votre honneur. Laissez-moi lui apporter l'aide dont elle a besoin avant qu'elle n'embarrasse davantage cette famille. Il se tenait là, la poitrine haletante, triomphant. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il m'avait démasqué. Il ne réalisait pas qu'en insultant le tas de briques en ruine, il venait d'insulter son propre propriétaire. La juge Sullivan a lentement retiré ses lunettes de lecture. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air ennuyée, et c'était bien pire. Monsieur Caldwell, a-t-elle dit, sa voix calme et dangereusement posée. Je vais vous donner 10 secondes pour vous asseoir et vous taire. Parce que si vous prononcez un mot de plus sur l'état mental de la plaignante, je vous retiendrai pour outrage si vite que votre tête tournera. Richard a ouvert la bouche pour discuter, mais Bennett l'a physiquement tiré sur sa chaise.
Bien, a dit la juge. Elle a pris le document suivant dans la pile. Maintenant que nous avons établi votre opinion, examinons les faits. Parce que selon cet acte, le tas de briques en ruine que vous venez de mentionner, elle n'y vit pas seulement. La juge Sullivan a fait glisser une seule feuille de papier sur le bois poli. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de la main tremblante de mon père. The Meridian, a-t-elle dit, sa voix dénuée d'émotion. L'unité 4B est en effet une boîte postale, Monsieur Caldwell, vous aviez raison à ce sujet. Mais mademoiselle Caldwell ne la loue pas. Elle possède l'immeuble entier, y compris les suites commerciales au 3e étage. Les suites que votre cabinet occupe actuellement. Richard a cligné des yeux. Il a regardé le papier, puis moi, puis de nouveau la juge. Son cerveau défaillait. C'est impossible. Mon propriétaire est une entité corporative. Je paie le loyer à Vanguard Real Estate. Je ne lui ai jamais fait de chèque. Vanguard, a répété la juge, savourant le mot. Elle a de nouveau plongé la main dans le dossier. Maintenant, c'est un nom qui apparaît assez fréquemment dans ces dossiers. Vanguard Real Estate. Vanguard Capital. Vanguard Holdings. Elle a sorti un épais classeur, la tranche craquant alors qu'elle l'ouvrait. Selon les déclarations financières de votre cabinet, Vanguard Holdings est votre principal investisseur. En fait, ils sont la seule raison pour laquelle votre cabinet est encore solvable. Ils ont injecté 650 000 $ dans votre compte d'exploitation il y a 2 ans. Est-ce exact? Richard a ajusté sa cravate, retrouvant un semblant de terrain familier. Oui. Vanguard est un investisseur providentiel en capital investissement. Ils ont vu le potentiel de mon cabinet. Ils ont reconnu mon sens juridique et ont décidé de soutenir un gagnant. Ils nous ont sauvés. Contrairement à ma fille qui ne reconnaîtrait pas un investissement en capital même s'il l'a frappé au visage. Vanguard croit en moi. Je l'ai regardé se pavaner. C'était presque tragique. Il se vantait de la corde que je lui avais vendue pour se pendre. Vanguard croit en vous, a fait écho la juge. Elle a tourné le classeur pour qu'il puisse voir les documents d'incorporation sur la première page. C'est fascinant, Monsieur Caldwell, car l'unique incorporatrice, la PDG, est la principale signataire de Vanguard Holdings et Ila Caldwell. L'air a quitté la pièce. Il n'a pas sifflé. Il a disparu. Richard a fixé la signature au bas de la page. C'était ma signature. La même que j'avais mise sur ses cartes d'anniversaire qu'il jetait à la poubelle. La même que j'avais mise sur le renouvellement de bail qu'il avait signé le mois dernier sans lire. Non, a-t-il murmuré, puis plus fort, non, c'est une ruse. C'est une fraude. Il a regardé Bennett, son visage se tordant en un masque d'arrogance désespérée. Bennett, dites-lui. Dites-lui que c'est illégal. Elle n'est pas avocate. Elle ne peut pas posséder un cabinet d'avocats. C'est contraire aux règles de l'American Bar Association. Règle 5.4. Les non-juristes ne peuvent pas détenir de capitaux propres dans une pratique juridique. Ce contrat est nul. Il s'est retourné vers moi. Un sourire maniaque s'est étendu sur son visage. Il pensait qu'il m'avait. Il pensait qu'il avait trouvé la faille. Stupide fille. Il a ri, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. Tu as essayé de jouer les grandes dames, mais tu n'as pas fait tes devoirs. Tu ne peux pas posséder mon cabinet. C'est illégal. Tu viens d'admettre une violation réglementaire en pleine cour. Je te ferai radier du barreau ou ce qu'ils font aux faux comptables. Il a regardé la juge, triomphant. Rejetez cela, votre honneur. Elle n'est pas mon patron. C'est une fraudeuse qui a enfreint la loi pour faire semblant d'être importante. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je me suis juste penché en avant, appuyant mes coudes sur la table. Et finalement, pour la première fois de ce matin, j'ai parlé. Vous avez raison, Richard, ai-je dit doucement. Je ne peux pas posséder votre cabinet. Je me suis levé. Mais vous n'avez pas lu le contrat, n'est-ce pas? J'ai fait le tour de la table de la défense, mes talons claquant sur le parquet avec un rythme délibéré et régulier. Bennett s'est recroquevillé sur sa chaise à mon approche, serrant sa mallette comme un bouclier. Mais Richard n'a pas reculé. Il a bombardé le torse, s'accrochant toujours à son illusion qu'une technicité le sauverait.
Je n'ai pas acheté de capitaux propres dans votre cabinet, Richard, ai-je dit, ma voix tranchant l'air vicié de la salle d'audience. Je connais la règle 5.4. J'ai mémorisé les règles modèles de l'ABA avant même d'incorporer Vanguard. Je me suis arrêté juste devant lui. Assez proche pour sentir l'odeur de scotch éventé sur son souffle de la veille. Assez proche pour voir la sueur perler sur sa lèvre supérieure. Je n'ai pas investi en vous, ai-je dit, froidement et clairement. J'ai racheté votre dette. J'ai fait signe à la juge qui a hoché la tête et m'a tendu l'épais dossier des accords de prêt. Je l'ai jeté sur la table devant lui. Il a atterri avec un lourd bruit sourd. Il y a 2 ans, vous vous noyiez, ai-je continué, marchant lentement. 3 banques avaient rejeté vos demandes de prêt. Vous étiez insolvable pour les salaires. Vous étiez sur le point de perdre votre licence pour avoir mélangé des fonds de clients pour payer vos cotisations de club de golf. Le visage de Richard a tressailli. C'était temporaire. Un problème de trésorerie. Ce n'était pas des capitaux propres, ai-je dit calmement. C'était de l'insolvabilité. Vanguard a racheté votre prêt, votre ligne de crédit et le privilège sur votre équipement. Puis nous vous avons accordé 650 000 $ sur une base de sûreté de premier rang. Bennett a tressailli. Il a compris. Je ne suis pas votre partenaire, Richard. Je suis votre créancière de premier rang. Je ne possède pas votre cabinet. Je possède la garantie. Chaque chaise, chaque ordinateur portable, chaque dossier client m'appartient si vous faites défaut. J'ai pointé la clause, paragraphe 12, section B, manquement sur la caractéristique. Insulter votre garant lors d'une audience enregistrée déclenche une accélération immédiate. Vous m'avez traité d'incompétente et de fraudeuse au procès-verbal. Vous avez fait défaut. J'ai regardé ma montre. Le prêt est dû maintenant. Le visage de Richard s'est vidé. Je n'ai pas cet argent. Je sais. Vous avez 12 000 dans la banque et une carte à découvert. Je me suis tourné vers la juge. Votre honneur, j'exige le remboursement du prêt. Je demande une ordonnance d'exécution pour saisir les biens. Bennett s'est levé. Halte. Si vous prenez l'équipement, le cabinet meurt. J'accepte votre démission, ai-je dit platement. Richard a finalement explosé, m'accusant de trahison et de complot en vue d'une prise de contrôle. Puis, désespéré, il a saisi son téléphone. J'avais prévu cela, a-t-il crié. Dispositif de sécurité du serveur. Je dépose le chapitre 7 maintenant. Une barre de progression est apparue. Liquidation. Suspension automatique. Vous n'obtenez rien. Le cabinet est mort. Il s'est penché en arrière. Triomphant. Échec et mat. La faillite protège les entreprises, ai-je dit calmement, sortant une dernière feuille. Pas les garants. Richard a cligné des yeux. Vous avez signé une garantie personnelle. Paragraphe 4, section C, contre-garantie croisée. Si l'entreprise fait faillite, la dette est transférée à votre patrimoine personnel. Silence. Vous n'avez pas mis le cabinet en faillite. Vous vous êtes mis en faillite. J'ai maintenant des créances sur votre maison, le chalet, la Porsche, votre pension, même votre adhésion au club de golf. La juge Sullivan a immédiatement frappé son marteau. Audience rejetée avec préjudice. Saisie des biens accordés. Monsieur Caldwell, 24 heures pour quitter votre résidence. L'expulsion commerciale est immédiate. Bennett a rangé ses affaires et a fui sans un mot. Richard s'est figé, petit et abasourdi, fixant la coquille de son héritage. Je suis sorti sans me retourner. Ma victoire a été ressentie comme un soulagement, non comme un triomphe. Cette nuit-là, j'ai regardé le serrurier percer la serrure de la porte du bureau. La plaque nominative Caldwell & Associates est tombée dans une boîte en carton. L'équipe de liquidation s'occuperait du reste. Je n'en tirerais aucun profit, et je m'en moquais. Les 650 000 $ n'étaient pas un investissement. C'était le prix de ma liberté. À la maison, j'ai supprimé papa de mon téléphone. Pas bloqué. Supprimé. Juste des numéros maintenant. Je me suis tenu près de la fenêtre, respirant le silence qui avait toujours semblé impossible. Parfois, on n'a pas besoin de détruire une famille toxique.